Aujourd'hui, nous allons faire de l'histoire. Nous allons parler de la Chine, car j'avais simplement envie de vous raconter les extraordinaires aventures maritimes de l'eunuque, amiral en chef Zhang He. Voici tout d'abord une carte de la Chine au XIIIe siècle. À cette époque-là, l'empire mongol des fils de Gengis Khan s'étend sur presque toute l'Eurasie, une zone immense qui va de la Corée à l'Adriatique. Ce sont ces Mongols, les Yuan, qui ont vaincu la dynastie chinoise des Song, et ces Mongols seront eux-mêmes vaincus par la dynastie chinoise suivante, celle des Ming, qui va donc repousser à partir de 1368 ses envahisseurs vers les steppes du nord. La paix une fois revenue, la Chine peut retrouver puissance et prospérité. Alors le troisième empereur de la dynastie des Ming se nomme Yongle. Il règne sur le pays de 1403 à 1424. Il quitte le traditionnel quartier général du pouvoir qui était situé dans la ville du sud, Nanjing, Nankin, et s'installe dans la ville du nord, Peiqing, Pékin. C'est l'ancienne capitale des Trang. Il y embellit la cité interdite et la stabilité intérieure permet à Yongle de se lancer dans une grande aventure maritime. Alors pourquoi? Eh bien à cause de la route de la soie. L'unité de commandement mongole avait assuré la sécurité de cette route commerciale et donc permis la circulation des hommes et des biens, et ce, de la mer Noire à la mer de Chine méridionale. Mais avec la fin des Mongols, le commerce terrestre devient plus difficile et donc il faut développer des lignes maritimes. Alors la Chine songe à sa façade sur le Pacifique et à la mer de Chine. L'empereur va donc faire construire des dizaines de navires, les sources d'ailleurs sont divergentes. Elle parle au minimum d'une centaine et au maximum de 1300 vaisseaux. Ce sont des jonques à voile, parfois plus grandes que les galions espagnols de l'époque. On prétend que le vaisseau amiral de la flotte était long de 140 mètres et large de 50 mètres et pouvait transporter plus de 500 hommes. Et le commandement de la flotte est confié à un eunuque d'origine musulmane qui est bien vu à la cour des Ming, c'est l'amiral en chef Zhang He. Entre 1405 et 1433, donc pendant presque 3 décennies, sont financées et organisées 7 expéditions avec des buts à la fois commerciaux et diplomatiques. Ces forteresses flottantes vont embarquer à chaque voyage plus de 20 000 hommes. Presque toutes les terres habitées riveraines de la mer de Chine et de l'océan Indien sont visitées par la flotte de Zhang He. À cette époque, la Chine avait plus de vaisseaux sur les mers que tout le reste de la planète réunie. Les expéditions vont de plus en plus loin. Les jonques atteignent d'abord Java, Sumatra, le Bengale, Ceylan, puis la côte malaise, le Siam, puis elles longent la côte occidentale de l'Inde et poursuivent sur Ormuz, Aden, jusqu'à la Mecque. D'autres expéditions plus tardives conduisent Zhang He aux Maldives, puis sur la côte orientale de l'Afrique, à Mogadiscio, à Mombasa et jusqu'au canal de Mozambique. Au total, près de 37 pays et régions sont visités. Alors si on se livre à une petite comparaison, à la même époque, on a les explorateurs portugais qui, sous l'impulsion de Henri le Navigateur, à partir de 1415, partent de Belém, dans le delta du Tage, à la sortie de Lisbonne. Ils vont d'abord vers Ceuta et Melilla, qu'ils conquièrent sur les Arabes, et ensuite les Portugais atteignent Madère. Et bien pendant ce temps-là, au même moment, la flotte de Zhang He est à plus de 7000 km de ses ports de départ sur les côtes chinoises, soit une distance identique à celle que va franchir Colomb entre l'Europe et les Caraïbes, mais 72 ans plus tard. Alors pourquoi une telle avance chinoise sur l'Europe? Eh bien au moins 3 facteurs aident les Chinois à se lancer dans cette aventure maritime. D'abord, les Chinois, en s'inspirant de la structure à plusieurs chambres de la tige de bambou, ils conçoivent des cloisons à l'intérieur de la coque des jonques, et cela sépare la cale en plusieurs compartiments, et cela les rend moins vulnérables aux voies d'eau ou aux incendies. Ensuite, il y a le compas et la boussole magnétique, utilisée en Chine depuis plusieurs siècles. Alors, à quoi servent ces expéditions du XVe siècle? Eh bien, ce sont de véritables ambassades. Elles affirment la souveraineté de l'Empire du Milieu sur les barbares de la périphérie. Quand Zhang He arrive dans un de ces pays, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas de conquête de territoire, on ne cherche pas les épices, on n'embarque pas d'esclaves, on ne laisse pas de missionnaires pour soumettre les âmes.
Non, l'amiral chinois offre au dignitaire local des objets d'art, et celui-ci, en les acceptant, reconnaît la culture et donc la supériorité des Ming. C'est le dignitaire qui se déplacera ensuite pour venir payer tribut à l'empereur de Chine. Alors évidemment, on est loin du comportement des explorateurs portugais à la même époque. En 1433, donc 28 ans après les premiers voyages, les expéditions de Zhang He s'arrêtent brutalement. Alors pourquoi? Là aussi, plusieurs facteurs. D'abord, la menace mongole et tatare reprend sur la frontière nord-ouest. Le nouvel effort de guerre impose des nouvelles dépenses et les Ming doivent rénover la Grande Muraille. Ensuite, il y a un facteur interne à la Chine. La vieille bureaucratie confucéenne redevient puissante face aux eunuques et aux concubines, ces deux castes qui se disputent régulièrement le pouvoir sous le ciel. Alors pour les mandarins de la bureaucratie céleste, la Chine est le centre du monde. Elle n'a rien à prouver. Par ses coûteuses expéditions maritimes, c'est aux dignitaires étrangers de se déplacer. Le budget de l'État en plus est déficitaire en permanence, car les États tributaires coûtent cher, rapportent peu à l'économie des Ming, et de toute façon, à quoi ça sert de rapporter des rhinocéros et des girafes de pays lointains, comme le font les navires de Zhang He? Après tout, le trésor impérial est là pour financer la construction de greniers à grains, des réservoirs d'eau pour les paysans, ou au moins creuser des canaux pour pouvoir circuler dans le pays. Alors précisément, le pouvoir chinois décide de réutiliser le Grand Canal, qui va de Hangzhou à Tianjin, soit environ 1600 km. Il a été commencé sous Qin Shi Huangdi lors du début de l'unité chinoise, en moins de 121. Alors il est modernisé, et il va pouvoir ainsi servir à acheminer le grain du nord au sud du pays, et donc il peut remplacer le transport sur mer, et en plus cela n'expose pas les cargos à voile aux menaces des pirates. Un édit impérial confie à la police côtière la mission de détruire les navires chinois qui tentent de s'éloigner ou de naviguer pour d'autres buts que simplement la pêche ou le cabotage. C'est la victoire des Antilles maritimes. La Chine se referme, et ce, pour plusieurs siècles. Alors on peut retenir peut-être 2 ou 3 choses de cette aventure. D'abord, les inventions technologiques sont en constant mouvement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Nous aurions bien tort de croire, nous les Européens, que nous avons toujours été en avance technologiquement et que nous serions les seuls à avoir un Christophe Colomb ou un Henri le Navigateur. Zhang He était un grand organisateur, un homme courageux, sauf que, avec la victoire politique des Antilles maritimes, qui entraîne la fermeture de la Chine sur elle-même au XVe siècle, en fait, on constate que les expéditions de Zhang He n'aboutissent à rien. Certes, elles n'ont pas cherché à imposer une vision chinoise, ni à soumettre les âmes, mais la fermeture de la Chine fait qu'elles ne débouchent sur rien d'autre que d'avoir existé. Alors qu'au même moment, les expéditions portugaises, à la même époque, puis espagnoles, sont appliquées avec une grande violence sur les peuples rencontrés. Elles ont cependant conduit à la découverte du Nouveau Monde et à la circumnavigation du globe. Eh bien, ces explorations ont engendré une révolution géographique et historique. Alors certains historiens considèrent que cette fermeture chinoise du XVe siècle a pris fin d'abord au XIXe siècle sous la menace des canonnières européennes pour contraindre la Chine à s'ouvrir au commerce, mais surtout à la fin du XXe siècle, non pas du tout par Mao Tse-tung qui avait la vision d'une Chine fermée, mais par son successeur, Deng Xiaoping, qui lui voyait une Chine ouverte sur le monde. Eh bien, c'est aux Chinois d'apprécier la différence.